Bonjour, bienvenue à tous. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour vous présenter mes lectures de novembre. Donc elles ne sont pas très nombreuses. J'ai commencé par lire de la littérature industrielle de Sainte-Beuve. Donc c'est un petit document paru aux éditions Alia, donc tout petit livre, petit format, donc c'est mignon comme objet livre. Donc un livre dans lequel Sainte-Beuve s'exprime contre ce qu'il appelle littérature industrielle, qui pour lui est une littérature facile, pas forcément poussée. Il s'exprime également sur la société des gens de lettres, sur le titre homme de lettres qui pour lui est trop facilement accessible. Donc voilà, il aborde tous ces sujets. Donc c'est un débat qui est encore ouvert aujourd'hui. Donc c'est un texte qui reste quand même contemporain malgré qu'il a quand même plusieurs siècles. Donc c'est un petit livre que j'ai vraiment apprécié de lire, que je relirai sûrement, c'est certain, que j'apprécie d'avoir dans ma bibliothèque et donc que je vous conseille. Ensuite, j'ai lu Les Brumes du Caire de Rosie Thomas aux éditions Charleston. Donc c'est un gros pavé qui m'a demandé pas mal de temps à lire. J'ai mis une bonne semaine, non pas à cause du nombre de pages, qui est énorme mais ne comporte que 460 pages, mais parce que j'ai eu du mal avec les deux histoires imbriquées l'une dans l'autre. D'un côté, nous avons Ruby, une jeune adolescente qui a vécu un drame en Angleterre, qui ne se sent pas intégrée dans la société dans laquelle elle vit et qui décide de fuguer et de partir rejoindre sa grand-mère au Caire, grand-mère qu'elle ne connaît pas, car elle ne l'a vue que quand elle était bébé. Donc elle arrive chez cette grand-mère, Iris, qui est une vieille femme et qui est en train de perdre la mémoire et qui se raccroche désespérément à un souvenir, son premier amour. Donc on suit les aventures à la fois de Ruby, donc qui rencontre un jeune homme au Caire, qui va découvrir la ville, qui va petit à petit trouver une place, et on suit également l'histoire d'amour d'Iris qui a lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, donc dans les années 40. Euh, les deux histoires sont emmêlées l'une dans l'autre, mais je n'ai pas trouvé que c'était pertinent. J'ai beaucoup aimé cette histoire d'amour sur fond de guerre. Moins finalement l'histoire contemporaine, j'ai pas trouvé que ça apportait grand chose cet emmêlement des deux. Et c'est pour ça que j'ai eu du mal. Quand je voulais, j'étais embarquée dans une histoire, paf, ça changeait, on retombait dans l'autre sans forcément de lien entre les deux parce qu'elles ne se déroulent pas sur un même plan. Ça aurait pu être intéressant si on avait mis en parallèle la rencontre, si on avait mis en parallèle des crises, mais non, c'est pas le cas. Donc, bah, c'est un livre qui est mignon, qui finit bien, euh, qui aborde beaucoup de sujets comme l'intégration, bah, l'amour, les relations fille, enfin mère-fille, mère-fille. Enfin voilà, c'est un roman qui est quand même assez riche, assez intéressant, une lecture divertissante, voilà. Mais pas un coup de cœur pour moi, c'est sûr. Ensuite, j'ai lu si ça veut bien s'afficher. Les caractères mobiles, donc sur ma liseuse. Donc c'est donc les caractères mobiles de Olam Vasai, donc c'est aux éditions Boucli. C'est un livre que j'avais reçu en partenariat avec le forum Have a Break Have a Book. Donc ça raconte une histoire d'entreprise. On a une petite société qui est dans le développement durable et une grosse société de cosmétiques. Toutes les deux commandent une campagne de pub par SMS à une troisième entreprise. Sauf que la petite entreprise a commandé un mailing, enfin une campagne de un petit millier d'SMS. L'autre a commandé une campagne de millions d'SMS. Et les consommateurs reçoivent tous deux messages de la part de la grande entreprise, l'un sur les produits cosmétiques et l'autre sur les produits de développement durable de la seconde entreprise. Donc s'enchaîne toute une crise sur pourquoi, comment, qui est en faute, est-ce que ça a été une volonté de piratage, est-ce que c'est... voilà, parce que les personnages concernés se connaissent tous les uns les autres. On va évoluer sur à peu près 8-9 personnages qui vont tous connaître un autre qui connaît un autre. Voilà, donc on est un petit peu en vase clos. Ça va évoluer un petit peu bizarrement. Il y a des décisions un peu sur des coups de tête. Donc bon,
moi j'aurais pas réagi comme ça, j'ai trouvé ça un petit peu extrême. Des personnages qui sont pas forcément attachants, il leur arrive forcément un grand drame au milieu. C'est assez particulier. Et surtout, j'ai été très déçue par la fin parce que finalement, il n'y en a pas. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas finalement est-ce qu'ils décident de réintégrer leurs entreprises ou non. Enfin, on ne sait pas. Et ça, j'ai horreur de ça parce que je me dis tout ça pour ça, j'ai perdu mon temps puisque je n'ai pas la fin. Donc ça me donne l'impression que les auteurs n'ont pas eu le courage d'écrire la fin ou en ont eu marre ou donc j'aime pas ça. Donc franchement, autant l'écriture est assez agréable, autant je déplore la fin. Ensuite, j'ai lu Styx de Jean-Michel Calvez aux éditions Les Mondes d'Atria, donc aux éditions Atria. Donc c'est un livre assez particulier qui est classé dans la science-fiction. C'en est sans en être. C'est aussi de la fantaisie. C'est assez particulier. C'est pas un livre très épais, mais il m'a pris une dizaine de jours à lire. Alors ça se passe sur un Tycho 4, qui est une planète d'une autre galaxie qui a été colonisée par la Terre et qui est devenue une colonie minière. Sauf que sur cette planète vivent les lutins et que les lutins portent en eux Styx. Alors Styx, ça veut dire syndrome transmissible par les yeux et qui affecte les humains. Donc les humains atteints vont dépérir en fait en quelques mois, connaître d'énormes souffrances dans leur corps, dépérir et finir par mourir quoi tout simplement. Alors forcément on se pose la question de pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est que ça. Et en fait les colons et les lutins cohabitent sur la même planète mais en s'évitant. Plutôt que d'aller chercher pourquoi Styx les atteint alors qu'elle n'atteint pas les lutins, ils décident de mettre des barrières de sécurité, de se protéger des lutins. Donc les lutins habitent dans la ville basse et les humains dans la ville haute. Donc comme ça, on évite de trop se croiser. Donc les lutins sont forcément un petit peu exploités. On est dans une colonie. Voilà. Alors un personnage, c'est Orphée. On va commencer dans la première partie du livre à rencontrer Orphée, qui a perdu son ami et qui décide, peut-être par vengeance, par ennui, d'aller un petit peu à la découverte de ce monde des lutins. Et ce qu'il va le découvrir va énormément l'intéresser et il va aller toujours de plus en plus loin dans sa quête. Bon, il va un petit peu déraper sur les bords, mais voilà, il va finir lui-même par être atteint par Styx. Et la seconde partie s'ouvre sur Lucio, qui est le frère d'Orphée, qui est envoyé de la Terre pour régler le problème de Styx, justement, pour essayer de régler ce problème, parce que les violences augmentent dans la colonie et ça ne va pas. Ça réduit le rendement minier, donc forcément ça ne va pas. On peut supposer que la mission va être plutôt violente et radicale, et non pas une mission diplomatique. Donc Lucio arrive sur la planète avec sa mission, mais en même temps il décide de partir un petit peu dans les traces de son frère, et ce qu'il va découvrir va énormément l'interpeller, et il va aller toujours plus loin jusqu'à la fin où il découvre en fait la clé de tout. Mais est-ce qu'il va la découvrir assez tôt pour pouvoir changer le contenu de sa mission ou pas, ça, je vous laisserai le découvrir. Alors moi, j'ai énormément peiné à rentrer dans ce livre parce que sur les 100 premières pages, on découvre le monde et on découvre Orphée. Et ensuite, on a 50 pages où c'est un petit peu l'action, la Orphée, hop, 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 on sait ce qui lui arrive et ça s'arrête net. Et on change de personnage. Et à nouveau, on a 100 pages de présentation sur son personnage, sur la mission qu'il a. Et là, ça devient très laborieux parce qu'on se dit, ah non, encore 100 pages d'explications. Est-ce que ça va bouger à un moment donné? Donc évidemment, ça bouge à la fin. Les 30 dernières pages sont assez denses. Sur un livre de 340 pages, vous imaginez que 200 pages de on rame pour entrer dedans, c'est un petit peu difficile à supporter. Je salue quand même le fait qu'il n'ait fait qu'un seul tome et non deux avec cette histoire, parce que vu que les deux personnages différents, ils auraient été capables, c'est bien que ce soit réuni dans un seul livre, parce que je ne suis pas sûre que la suite aurait été lue de toute façon. J'ai énormément peiné parce que c'est un monde qui est violent, qui est hostile aux humains, et ça se sent tout au long de notre lecture. J'ai vraiment
pas pu lire 100 pages d'un coup. Régulièrement, j'étais obligée de sortir de ce monde, d'aller m'aérer la tête, de faire autre chose, de revenir à la vie réelle parce que c'était un petit peu dur à supporter et un peu l'ambiance, c'est vraiment hostile aux humains. Et à- du coup, j'avais un petit peu de mal à replonger dedans parce que j'avais pas forcément envie de me reconfronter à ça. Donc j'ai persisté et j'ai fini par le lire, mais il m'a fallu une bonne dizaine de jours. Donc c'est un livre très intéressant quand même, qui est très riche, qui souligne toutes les questions concernant la colonisation, comment est-ce qu'on va régler un conflit, c'est est-ce que l'étranger, on va vers lui ou est-ce qu'on s'en protège, est-ce qu'on cherche à comprendre ou autre. Enfin, il y a énormément, énormément de choses, c'est très dense. C'est une métaphore de notre société également, donc c'est très intéressant, mais c'est un petit peu dur à lire, voire à supporter pour le lecteur. Voilà. Donc ça, c'était le livre qui m'a le plus ralenti ce mois-ci. Et pour finir, un avant-dernier livre, euh, une fois que j'ai lu Styx, je me suis dépêchée de lire Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal aux éditions Verticales. Donc c'est un livre de la rentrée littéraire de janvier qui avait fait un tabac, on va dire, qui est classé dans les 20 meilleurs livres de l'année. Donc quand je l'ai trouvé à la bibliothèque, vous pouvez voir le code barre, je me suis empressée de l'emprunter. Donc c'est un livre que waouh, c'est vraiment tellement bien écrit, c'est prenant. Donc le sujet est un petit peu délicat, on va dire, puisqu'il s'agit d'une transplantation cardiaque. Et elle part du donneur, de la vie du donneur, jusqu'à ce que les organes soient prélevés et redémarrent dans le corps du receveur. Donc forcément, on passe par des étapes un petit peu délicates, comme l'annonce aux parents, puisque l'homme est très jeune, les moments où est-ce que les organes vont pouvoir être prélevés, est-ce que le jeune homme va être donneur, est-ce que c'est compatible, est-ce que les organes pourront être prélevés sans souci, est-ce qu'ils pourront arriver sans encombre au receveur. Donc il y a toutes ces étapes, mais Maëlys de Kerangal nous rend tous les intervenants de la chaîne humains. À chaque fois qu'on a un personnage qui nous est présenté, elle nous parle un petit peu de sa vie, de ses espoirs, de ses émotions par rapport à ce qui se passe là, tout de suite autour de lui. Et donc, on est tour à tour chacun de ces personnages. C'est vraiment, vraiment bien écrit. J'en ai pleuré, je crois, 5 ou 6 fois. Non pas qu'elle tombe dans le pathos, pas du tout, au contraire. Mais par moments, il y a une phrase ou deux qui fait que, waouh, enfin, les larmes coulent, on s'en rend compte quand elles ont coulé, quoi. C'est vraiment un exercice de haute voltige littéraire et franchement, je vous le conseille. C'est un sujet également délicat, le don d'organes, il faut en parler, ça évitera à nos proches de se retrouver dans la même situation parce que ce n'est pas facile à vivre. Donc c'est un livre à lire, à faire lire également. Par contre, je suis pas sûre que ce soit un livre qu'on relit. Il marque suffisamment la première fois. Donc vraiment, c'est un livre que je conseille à tous. J'ai fait ma chronique assez élogieuse sur mon blog, vous n'hésitez pas à aller la lire. Donc voilà, donc ça c'était Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal. Et pour finir, j'ai lu Le vent d'Anatolie de Zirana Zatelli, traduit du grec par Michel Volkovitch aux éditions Quidam, enfin Quidam éditeur. Donc c'est une toute petite nouvelle, donc ça me paraissait bien pour finir le mois. C'est très particulier, c'est un enfant un peu bizarre qui rend visite à une vieille femme malade que personne n'ose approcher parce qu'on suppose qu'elle a la tuberculose. Alors s'installe une relation assez particulière entre les personnages, un petit peu malsain, un petit peu dans le jeu, gentil, je t'aime moi non plus. C'est assez particulier à lire, ça faut le dire. Entre innocence et cruauté, c'est indiqué sur la couverture et c'est assez vrai. Il y a une certaine poésie tout de même, parce que ce vent d'Anatolie, parce que la vieille dame s'appelle Anatolie, pour elle la mort est un vent, enfin voilà, c'était un jeu de mots sur le titre. C'est un livre qui est intéressant, quand même, qui a une certaine poésie. S'il vous passe entre les mains, lisez-le, mais n'allez pas l'acheter exprès, franchement, ça n'en vaut pas la peine, c'est pas le chef-d'œuvre du siècle non plus. Peut-être qu'en version originale, il est plus intéressant et beaucoup plus poétique que dans sa traduction.
Voilà, donc je n'ai lu que 6 livres. Moi qui voulais faire une boulimie de lecture, c'est raté. Donc j'espère me rattraper au mois de décembre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la vidéo elle-même, sur les livres, si vous les avez lus, si vous avez envie de les lire. N'hésitez pas aussi à me donner les liens de vos bilans, donc blog, YouTube ou autre. Je serais ravie d'aller y jeter un œil. Voilà, puis je vous dis à très vite et je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao!